Bonjour à tous, ravi de vous accueillir, un public clairsemé mais attentif, et puis tous ceux qui, derrière leur écran, nous regardent, pour cette causerie dominicale sur les jardins. Donc je vais présenter rapidement les trois auteurs, qui chacun définiront l'objet de leur livre, pourquoi ce livre existe, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en donnant à lire ces trois ouvrages. Et puis nous arrêterons, grâce à des images également, sur chacun des livres présentés. Alors, le thème du jardin, avant de donner la parole aux auteurs, c'est un thème évidemment très intéressant. Et c'est une très bonne idée que de nous faire descendre dans le jardin, comme dit la chanson bien connue. Et sans vouloir imposer un cours des grottes de Lascaux jusqu'à la semaine dernière, mais il est évident que la figure du jardin parcourt la littérature, la culture, la peinture, notre imaginaire et puis notre vie quotidienne. Et il y a plusieurs types de jardins. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses qu'on pouvait qualifier les jardins, selon qu'ils sont des jardins scientifiques, des jardins d'agrément, des jardins botaniques, des jardins qui éveillent les sens. Et donc, on essaiera de les définir. Alors, on a tous à l'esprit, bien sûr, le premier jardin, puisque nous sommes de culture judéo-chrétienne, donc la Bible. Et puis les jardins de l'autre grand rameau de notre culture gréco-latine, le jardin d'Arcadie par exemple, des Hespérides, enfin la littérature et les mythes en sont pleins. Donc on essaiera de s'y référer jusqu'à des époques beaucoup plus récentes. Tout le monde a dans ses souvenirs scolaires les mémoires des jardins de Zola dans La faute de l'abbé Mouret, ou bien le jardin des supplices, puisque Mirbeau est un écrivain normand. Et puis peut-être notre meilleur amateur de jardin, qu'est La Fontaine. On a tous appris à l'école, et on l'a sûrement encore en mémoire, quelques fables relatives au jardin. Voilà. Alors, chacun d'entre vous, mesdames, monsieur, vous allez vous présenter. Alors, Ariane Coderlier, voilà. Est-ce que vous voulez... Alors, on va présenter le livre. D'ailleurs, je vais tout de suite le montrer. Il faut toujours montrer le livre, c'est important, surtout quand il y a des images. Voilà, c'est un très joli livre avec de magnifiques photographies. Donc c'est un livre dont le titre est explicite, Giverny en photo. Ce sont essentiellement des photos, quelques pages de texte illustrent les photos. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce livre est né, à partir de quoi, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée, l'intention, le désir aussi, j'imagine, de nous faire aller à la découverte de Giverny. Voilà, vous avez la parole. Alors, bonjour. Ce livre est né de ma passion pour les jardins de Monet. C'est un livre de photos, mais je ne suis pas photographe. Ce n'est pas mon métier. Je suis guide conférencière et je travaille dans les jardins de Monet tous les jours. Et je me sens très privilégiée de pouvoir être dans cet endroit splendide au quotidien. Et je suis aussi blogueuse depuis 2006, donc ça fait déjà un moment. Et quand le nouveau conservateur de Giverny a été nommé, notre académicien Hugues Gall, il s'est informé sur les jardins et il a découvert mon blog et a demandé à me rencontrer. Et à partir de là, j'ai eu l'autorisation de prendre des photos en dehors des heures d'ouverture. Et c'est absolument magique d'être dans ce lieu d'une beauté inouïe et dans l'intimité de ce lieu. Et j'ai fait des dizaines de milliers de photos. Je pense que j'en faisais rien que pour l'excuse et le prétexte d'être là au milieu des fleurs. Et à partir de ce stock de photos, l'idée est venue de les présenter pour permettre à tout le monde de se faire une idée de la beauté du jardin à travers les saisons et sur toute sa surface. Alors, il faut dire un mot de l'éditeur, puisque nous sommes en présence d'éditeurs de la région. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré l'éditeur, quelle a été sa relation avec vous, comment on est passé finalement d'un amas de photos à quelque chose qui soit un livre avec sa cohérence. Comme vous l'avez dit, on voit bien, il y a le rythme des saisons, le jeu des couleurs, il y a une architecture secrète à ce texte, c'est pas simplement un catalogue juxtaposé. Alors comment s'est fait ce travail éditorial avec l'éditeur? Donc je rappelle, c'est l'éditeur OREP, voilà.
qui est à Bayeux. Et qui est à Bayeux, voilà. Et qui est très connu pour ses livres sur le débarquement. Oui. Et Aurep avait envie de s'étendre vers l'est de la Normandie et penser à Giverny, et a d'ailleurs publié une bande dessinée sur Claude Monet. Et à ce moment-là, j'ai envoyé mon manuscrit pour un autre livre qui s'appelle La magie de Giverny, qui vient juste de sortir aussi. Et donc, il a été intéressé. Et Giverny en photo s'inscrit dans une collection de livres publiés par Aurep qui ont exactement ce format et où on peut découvrir le Mont-Saint-Michel ou le Cotentin, les îles Chausey, la Seine-Maritime. Donc c'est une idée de Grégory Pic, le directeur des éditions Aurep, de proposer Giverny dans ce format. Et ça s'y prête extrêmement bien puisque c'est un endroit très très pittoresque. Et puis le livre, avec ce format rectangulaire, donne à voir les images de façon plus élargie. Ce n'est pas simplement la petite vignette. Il y a vraiment une image qui, par endroits d'ailleurs et par moments, mime un peu les tableaux. On sent que vous vous êtes amusé dans la composition et la construction des images à faire des clins d'œil à certains tableaux de Monet ou certaines touches, on peut dire, de Monet. Comment faire autrement quand on est dans son lieu? C'est vrai que dès qu'on est face au Nymphéa, on pense à Monet, ou face à la Grande Allée, effectivement. Le format rectangulaire se prête bien à la mise en valeur des photos qui sont le plus souvent horizontales. On est dans du paysage et c'est aussi le format le plus courant pour les tableaux. Alors, il n'y a pas de texte, mais d'une certaine manière, on a envie de se dire que l'image est une invitation à l'écriture et à une pratique littéraire très, très stimulante qui a moins lieu aujourd'hui, mais qui a beaucoup lieu autrefois, qui est l'ekphrasis, où à partir d'une image, on peut donner naissance à un texte en vers libre, une écriture poétique. C'est une invitation au voyage aussi que vos images. Voilà. Et puis également le commentaire de tableau qui s'inscrit dans cette démarche. Une invitation à la rêverie et à l'émerveillement, à la fois devant la beauté de la nature et de la création de Monet, parce qu'on connaît Monet comme ce grand peintre qu'il a été, mais c'est aussi un jardinier extraordinaire, et c'est ce que révèle Giverny. Voilà, on y viendra dans un deuxième temps. Alors, deuxième texte, alors Bénédicte Dution, je ne me trompe pas dans la prononciation, donc vous nous donnez aujourd'hui ce livre, donc je vais le montrer également, voilà, un beau livre, bien... Alors oui, je crois que les images sont données, je crois que je le montre. Alors si, au public quand même, bonjour cher public, voilà le livre. Alors ça s'appelle Colloque, Jardin et Littérature, c'est publié aux éditions des Falaises, et vous allez nous le dire, parce que c'est comme son nom l'indique, c'est écrit dessus, hein, c'est un colloque qui met en relation le jardin et la littérature. Alors, quel est ce colloque? Quand est-ce qu'il a eu lieu? Quel était son objectif? Et vous-même, à titre personnel, vous avez participé, puisque évidemment, j'ai lu votre contribution. Vous nous présentez, précisez un petit peu l'objet de ce livre. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, l'ouvrage qui vous est présenté aujourd'hui est le résultat du colloque Jardin et Littérature qui s'est tenu en mai 2019, dont une journée même a eu lieu ici, à l'amphithéâtre, à l'auditorium de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Et donc le colloque est un projet qui a été porté conjointement par l'Institut européen des jardins et paysages basé à Bénouville, près de Caen, et le service inventaire et patrimoine de la région Normandie, au sein duquel donc, je travaille. Et contrairement au précédent ouvrage, il faut d'emblée dire que c'est un projet collectif, hein, puisqu'effectivement, je suis là, mais je représente en fait une vingtaine d'auteurs qui ont ont présenté des jardins de par l'Europe, je veux dire. Il n'y a pas que la Normandie, mais le fil directeur de ces jardins était la littérature. Alors, dans un double fonctionnement, soit, je dirais, la définition la plus directe du jardin et littérature, le colloque s'est intéressé à des jardins de maisons d'écrivains. Alors, et on y reviendra pour les cas normands. On peut dire tout de suite quand même, parce qu'on les connaît, c'est des grandes maisons auxquelles chacun s'attend.
Voilà, alors il y a le jardin de Roger Martin du Gard dans l'Orne, son très très beau château du Tertre, et qui permettra de voir aussi que certains écrivains ont non seulement le goût du jardinage, mais sont aussi presque des paysagistes, hein, qui réfléchissent à la conception, au réaménagement de leur parc. On peut penser, vous avez cité par exemple Octave Mirbeau, bon, qui est aussi un Normand moins connu. Je parlerai en cette année du bicentenaire de Flaubert, évidemment, de Gustave Flaubert, avec ses deux maisons, l'une à Rouen, sa maison natale, le jardin de l'ancien hôtel Dieu de Rouen, ainsi que le pavillon de Croisset, hein, là où vraiment ça a été son lieu de création et son lieu aussi de retraite dédié à l'art. Et donc, il y a des exemples en Normandie, alors voilà, de jardins, de maisons d'écrivains, mais au-delà, effectivement, le thème de jardin et littérature ouvre des perspectives plus, disons, comme les spécialistes de littérature diraient, de génétique ou de poétique. En quoi le jardin est un support privilégié de création pour les écrivains, en quoi il est un motif, disons, d'inspiration. Et ça, c'est, je dirais, une réflexion que le colloque a en quelque sorte ouverte, mais qui, je dirais, est tellement féconde, tellement riche que, je veux dire, on peut tout à fait la poursuivre, hein, parce que le corpus est immense, hein. Donc le colloque a traité des cas en Europe, tels que les jardins de Goethe à Weimar, ou également, pour rester aussi en France, par exemple, le jardin d'Edmond Rostand à Arnaga. Ça, je vous invite, maintenant que les voyages sont possibles, et ça fait pas trop loin, c'est dans le Pays Basque, c'est vraiment une demeure et un parc tout à fait étonnant, par ce Edmond Rostand, surtout connu pour sa pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac. Et puis des artistes en Italie, en Europe, enfin voilà. Et puisque aussi on faisait en partenariat avec l'Institut européen des jardins et paysages, c'est pour ça qu'il y a eu cette ouverture sur l'Europe. Et aussi, bon, même ce thème ouvre une réflexion sur vraiment le rapprochement à faire entre un auteur et un jardinier. Et ça m'a été notamment récemment réinspiré autour de la figure de Giono, puisque là aussi il y a eu un anniversaire l'année dernière de son décès, mais qui a en fait pioché dans le terreau des anciens. On connaît son amour de Virgile, de l'Odyssée, d'Herman Melville. Et un peu comme un jardinier, il essaye de féconder à nouveau ce terreau pour en tirer une création nouvelle. Donc ce serait un peu aussi cette métaphore qui pourrait même, la métaphore du jardinier, du jardin, des cycles des saisons, qui pourrait en quelque sorte imager le travail de création. Bien, merci. Effectivement, c'est un livre extrêmement stimulant. Alors, on peut peut-être dire un tout petit mot sur l'éditeur, puisque c'est l'édition des Falaises. Des Falaises, tout à fait. Alors oui, les éditions des Falaises, c'est aussi une maison d'édition qui a en fait un siège à Rouen. Oui. Donc c'est une édition normande, mais qui est également partagée avec un bureau à Paris. Donc avec des ouvertures aussi intéressantes sur la capitale. Et donc le sujet a tout de suite intéressé la directrice des éditions, Madame Marin, qui est aussi une passionnée de jardin. Elle a d'ailleurs publié... Alors, elle a des collections qui s'appellent 100 clés. Il y avait eu un ouvrage publié justement dans cette collection sur les jardins de Normandie. Et ce qui est intéressant aussi, et notamment pour des actes de colloque, parce que souvent, quand on parle d'actes de colloque, on se dit « oh, c'est un ouvrage certainement austère, peut-être peu joyeux, peu illustré, peu coloré ».
Eh bien, détrompez-vous, cet ouvrage laisse une large place à l'iconographie. Tout à fait. Je pense que Ah oui, j'allais hein, le dire, je ne mais mens pas. vous avez parfaitement raison de dire, c'est un beau livre à tous les sens du voilà, terme. en fait, ne serait-ce qu'on prend plaisir à le feuilleter. Absolument, ça c'est vrai. Voilà. Hein. Et puis, donc, ne serait-ce que la couverture, vous voyez aussi, eh bien, le choix a été fait de l'illustrer par une œuvre du peintre romantique allemand Gaspard David Friedrich. Très belle couverture. Très belle couverture et qui montre aussi ce lien du jardin en fait avec l'art en général et la peinture de paysage en particulier. Voilà donc un bel ouvrage et qui est loin d'actes universitaires, disons un peu abscons. Oui, mais voilà, il y a un vrai plaisir de lecture et des belles promenades à effectuer. Et de belles découvertes. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de l'introduction, enfin, si on peut dire la conclusion, le dernier mot de l'introduction, qui est une invitation à la promenade, c'est-à-dire aussi bien on se promène dans les allées du jardin que dans les lignes et les phrases des textes. Mission accomplie. Voilà. Merci. Alors, troisième texte, alors je vais le montrer aussi, je vais le prendre. La tonalité verte, évidemment, est très, très présente. Voilà, il s'agit de l'histoire des jardins de Caen depuis le Moyen-Âge, de Jean-Marc Dupuis, publié au Cahiers du Temps. Alors, on inverse, alors, si on veut casser un peu le rythme. Les Cahiers du Temps, vous nous présentez cette maison d'édition normande, et puis vous nous direz comment vous est venue, là aussi, l'idée, l'envie d'écrire sur nos beaux jardins cannés. Moi, j'avoue, j'ai pris un grand plaisir, moi qui suis canet depuis déjà quelques semaines, j'ai redécouvert ma ville grâce à la précision et à l'intensité de toutes les remarques que vous nous offrez. Alors, le Cahier du Temps. Les Cahiers du Temps, c'est une maison d'édition qui est à Cabourg, qui publie un certain nombre de livres d'histoire, mais aussi de sociologie, sur le patrimoine industriel. Et c'est mon troisième livre au Cahiers du Temps. Les deux précédents, je ne fais pas une publicité pour mes livres, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce livre sur les jardins de cette manière-là. Le premier livre que j'ai fait, c'est l'histoire des moulins à Caen depuis le Moyen-Âge. Ensuite, j'ai fait l'histoire des hôpitaux toujours depuis le Moyen-Âge et toujours à Caen. Et donc, sur une suggestion d'une de mes petites filles, d'ailleurs, j'ai fait ce livre sur les jardins, et effectivement, en repartant du Moyen-Âge, parce que je suis économiste de formation et je suis très attaché à l'histoire longue, aux tendances lourdes. Oui, c'est la question qu'on se pose. Vous êtes historien, vous êtes sociologue, vous êtes amateur de jardin. On se demande si vous êtes aussi un peu jardinier. Oui, aussi jardinier. Donc, on voit qu'il y a un souci intellectuel, une dimension historique, mais aussi une dimension affective, presque sensuelle, dans la manière dont vous parlez. Vous déplorez, par exemple, la fin, notamment des jardins ouvriers. Enfin, il y a quelques tonalités un peu nostalgiques qu'on comprend très bien. Donc, vous-même, vous êtes canet. Oui, tout à fait, vous connaissez la ville. Le maire de Caen fait une préface, donc il y a aussi une dimension patrimoniale dans ce travail. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais en quelques mots très rapides, ces jardins de Caen, pour le canet lambda, on connaît le jardin des plantes, on connaît bien sûr la prairie, qui est quand même une grande spécificité. Et je ne sais pas si vous le citez, mais il y a eu à Caen le conservateur, nous sommes dans une bibliothèque, rappelons-le, le conservateur de la bibliothèque de Caen, il y a quelques années, s'appelait Guy Roux, et il a écrit un roman qui s'appelle « La prairie dans la ville ». Et Guy Roux est mort il y a quelques années, moi je l'ai connu quand j'étais étudiant, et c'est un très très joli roman qui raconte précisément notamment le moment où la prairie a servi d'asile et d'abri pendant les bombardements à toute une population qui était complètement en déshérence sous les bombes. Voilà pourquoi c'est aussi une spécificité quand même de notre ville, cette très grande prairie dont vous parlez bien sûr. Alors, vous redécouvrez aussi d'ailleurs des endroits moins connus, des jardins moins connus, jardin des Quatre Nations, par exemple. Oui, des cimetières. Des cimetières, voilà. Normands, oui. Oui. Tout à fait. Bon. Effectivement, la prairie fait partie de l'identité de la ville, en ce sens que, comme dans toutes les villes du Moyen-Âge, la ville était entourée de fortifications, et au-delà des fortifications, c'était des prairies. Et ce qui est particulier à Caen, c'est que cette prairie, qui était au cœur de la ville, elle venait jusqu'à la place de la République, cette prairie est restée pour différentes raisons, et en particulier
pour quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'affaire des secondes herbes, c'est-à-dire que les propriétaires, dès l'époque des ducs de Normandie, pouvaient faire paître leurs troupeaux et cueillir le foin en juin, mais les secondes herbes, en septembre, c'était laissé au peuple. Oui. Et ce droit coutumier, la justice l'a fait respecter à chaque plaignant, en général les propriétaires, y compris jusqu'au XXe siècle. Et en 1932, le dernier propriétaire qui avait la moitié de la prairie a encore voulu récupérer ce droit. La justice a dit non, il y a un droit aux secondes herbes. Alors, quelles étaient les conséquences de ce droit aux secondes herbes? C'est que pour laisser les Canets venir récupérer les secondes herbes en septembre, il fallait qu'il n'y ait aucune clôture. Oui. Non, mais les clôtures, ça pouvait être des fossés. D'accord. Donc, on a conservé à travers les siècles une prairie intacte, sans haies, sans fossé. Et c'est ce qui fait l'originalité. Parce que pour l'esprit rationnel moyen, on se dit, mais toute cette place qui pourrait faire l'objet de très belles spéculations immobilières, de beaux buildings, de belles galeries marchandes, cette place perdue, c'est du gâchis. Et finalement, c'est un beau gâchis. C'était un lieu de récréation dès le Moyen-Âge. Les étudiants venaient s'ébattre. Il y avait des soirées festives avec l'aristocratie. Ensuite, au moment du corso, la mode du corso qui se faisait place de la République, mais aussi sur le Grand Cours. Donc les carrosses venaient au milieu. Sur les allées latérales, il y avait le petit peuple qui se promenait aussi. Au XIXe siècle, c'était l'hippodrome, et puis les débelles aussi, parce que c'était un lieu où on se battait. En général, les duels étaient courts et peu sanglants. Et puis, ainsi, c'est toujours été un centre très récréatif. C'est pour ça que cette histoire des jardins de Caen, c'est aussi une histoire de Caen par ses jardins. C'est ça qui est intéressant, c'est que le jardin devient non pas le prétexte, mais le révélateur de ce que sont les différentes strates, les différentes couches de ce qu'est la vie d'une grande ville, parce que Caen, c'est une grande petite ville, c'est pas Tokyo, mais c'est une capitale de province, et on la voit vivre à mesure que votre enquête se développe. Tout à fait. En particulier, jusqu'au XVIIe, la ville était fortifiée, la ville était close et les jardins étaient clos. C'était des jardins des abbayes, des jardins de congrégations religieuses. Avec la Renaissance, la perspective commence. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement des légumes. On va commencer à avoir une perspective dans certaines congrégations. On commence les jardins à la française aux deux abbayes, avec la disparition des remparts de l'enceinte. Et là, le jardin va s'épanouir. Alors, le jardin des plantes, d'abord, et puis ensuite, au XXe siècle en particulier. Alors, jardin clos, d'ailleurs, c'est un peu pléonastique, puisque jardin veut dire déjà encadré. Enfin, étymologiquement, c'est garder, c'est l'espace clos ou clôturé, si on voulait prendre. C'est vrai que je me suis un peu affranchi de cette définition. Le jardin est clos. Le jardin est clos. Donc, je me suis affranchi, j'ai introduit des espaces comme la prairie. Je ne prends pas les jardins des particuliers parce que je n'ai pas de documentation. Donc, j'ai pris les jardins... Même le campus, vous évoquez le campus universitaire. Oui, parce que pour moi, le campus, c'est un jardin à la française. Oui, tout à fait. C'est un jardin à la française qui mériterait d'être remis dans l'esprit du projet de Henri Bernard. Merci. Bon, alors après ce tour d'horizon des trois livres et des trois origines, on va revenir peut-être sur chacun d'entre eux. Alors, est-ce qu'on aura des images? Est-ce que c'est possible? Oui, la réponse est oui. On me fait signe en régie. Alors, on les voit, les images, nous, ou c'est le... Non, nous ne les voyons pas. Donc, nous commentons des images que nous ne voyons pas, mais vous les connaissez? Oui, vous les avez en tête à peu près, les images que nous... Elles viennent toutes du livre, alors dans quel ordre elles vont apparaître, je ne sais pas. Dans quel ordre elles vont apparaître? Alors ça, on ne sait pas. Il y aura des images de la maison de Claude Monet, parce que on ne peut pas parler de Giverny sans présenter aussi le lieu où a
habité Monet pendant la moitié de sa vie, qu'il a Alors ça, il faut décoré. peut-être nous dire un peu, parce que moi, alors j'avoue, je suis absolument béotien. Monet, je sais que c'est un peintre, oui, ça je sais. Qu'il est impressionniste, ça je sais aussi. Mais mon savoir théorique s'arrête là. Alors, que fait Monet à Giverny? Comment y vient-il? Qu'est-ce que c'est que cette rencontre entre cet homme et ce cadre? Et dans quelle mesure est-ce qu'elle a une incidence, cette rencontre, sur son œuvre? Alors Monet arrive à Giverny en 1883, quand il est pile au milieu de sa vie. Il a 43 ans et va mourir à 86 ans, parce qu'il cherche une maison assez vaste pour loger sa famille nombreuse. Il a une famille recomposée, ils sont 10 dans la famille. Et il a aussi besoin de beaux paysages à peindre. Et il veut être pas trop loin d'une gare pour pouvoir retourner à Paris, donc dans la vallée de la Seine, parce qu'il a besoin du bord de l'eau. Donc ça fait beaucoup de contraintes, et il explore les environs de la gare de Vernon, et il arrive donc à Giverny. C'est le mois d'avril, tous les arbres fruitiers sont en fleurs, et c'est un coup de cœur pour Monet. Il sent qu'il va trouver ce qu'il cherche là, et il a de la chance de trouver une maison suffisamment grande à louer. Il ne peut pas encore s'offrir de l'acheter. Il va par la suite beaucoup l'agrandir et la façonner vraiment comme il l'entend, c'est en faire son lieu. Et donc ils s'installent tous, et au début ils font du potager. Et les enfants doivent donner un coup de main. Et ils doivent arroser les légumes le soir après l'école. Et ils vont se rappeler toute leur vie à quel point ils détestaient ça. Je crois que ce n'est pas les seuls à avoir des souvenirs de corvée de jardin. Mais ça ne dure pas trop longtemps. Assez vite, Monet peut commencer à avoir un premier jardinier. Ces tableaux se vendent de mieux en mieux. Et grâce à ces nouvelles entrées d'argent, il peut se permettre de créer et de se faire le jardin qu'il a en tête. Et son idée du jardin n'arrête pas de s'affiner. Et donc, la restauration qui a été entreprise dans les années 70 pour restituer l'aspect de Giverny a choisi de s'intéresser au dernier état dans les années 20, donc juste avant la mort du peintre. On pense que c'est l'état le plus abouti qu'il a obtenu à ce moment-là, qui est Donc, vraiment quand on comme un visite tableau. Giverny, on voit un jardin qu'a connu le peintre. Ou On pas. voit un jardin qui est dans l'esprit de Monet, Oui. avec beaucoup d'éléments qui sont vraiment de sa création. Oui. Le bassin au nymphéa, le pont japonais recouvert Oui. de glycine, la rivière de Capucine dans la Grande Allée, les arceaux avec les roses, etc. Donc tout ça, c'est du Monet, les géraniums devant la maison. Et on voit aussi des massifs qui sont composés selon les règles qu'il avait inventées. Et ça, c'est très, très particulier. C'est-à-dire que Monet utilisait les pétales comme des touches de couleur. Oui. C'est un tableau vivant où on remplace la peinture par des fleurs. Et il harmonisait les couleurs dans les massifs. Donc on se promène dans un jardin qui est conforme à son esprit, mais qui est sans doute un petit peu plus beau qu'il n'était à son époque, à cause de l'ouverture au public. Alors c'est un challenge, parce qu'il faut arriver à faire plaisir à tous les visiteurs du début de la saison jusqu'à la fin. Et Monet n'avait pas cette contrainte. Pour Monet, si un coin était défleuri, c'était vraiment pas grave. Il allait poser son chevalet un peu plus loin, et c'est tout. Et maintenant, tout doit être magnifique tout au long de la saison. Donc les fleurs sont remplacées plus souvent, et on enlève les fleurs fanées tous les matins, etc. C'est vraiment, il y a énormément de travail horticole. C'est un des jardins qui demande le plus d'entretien. En période hors Covid, il y a une vingtaine de personnes qui s'occupent du jardin. Les 10 jardiniers de l'équipe de la Fondation Monet, et puis des apprentis, des bénévoles. Donc vraiment un jardinage très intensif pour obtenir des merveilles de couleurs. Alors, est-ce que la question, c'est toujours la question de la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'est-ce qui est premier ? Le peintre qui construit un jardin à l'image de sa vision des couleurs, ou bien l'homme passionné par le jardin qui va pouvoir trouver dans ce cadre enchanteur un motif, un matériau d'inspiration pour sa création. Quelle est l'articulation ? J'imagine qu'elle doit être réciproque. Mais comme les nymphéas, par exemple, on pense toujours à cette... Je crois que Monet voulait avant tout se faire plaisir. Donc, il plante par satisfaction de jardinier, et en gardant en tête qu'il va trouver là des motifs à peindre sans aller les chercher très loin.
il prend de l'âge et c'est pratique d'avoir simplement à descendre dans son jardin pour se mettre à peindre. Et puis ici, il contrôle le paysage. Il a énormément eu de déboires avec des paysages qui changent, des hivers qui deviennent du printemps et c'est la catastrophe. Il faut faire enlever les feuilles aux chênes qu'il est en train de peindre. Enfin, donc là, il est chez lui, il contrôle les choses et il peut vraiment organiser le paysage comme il veut. C'est une double création. D'abord, Monet conçoit son paysage, ensuite il le peint. C'est vraiment unique dans l'histoire de l'art. Donc, dans ce sens, oui, il a toujours en tête qu'il va le peindre et en même temps, son œil de peintre nourrit le jardin. Et le guide, il a le sens de la perspective, du contraste, des lignes et on ressent ça très fort. Et bien entendu, cet homme de la couleur, c'est un jardin extrêmement coloré. Donc il faut rappeler qu'il y a deux parties complètement opposées à Giverny. Devant la maison, un jardin qu'on appelle le Clos Normand qui explose de fleurs et de couleurs. Et au-delà de la route, parce que Monet traversait la route pour entrer dans son jardin d'eau, on trouve l'étang au Nymphéa, où on a un hiver beaucoup plus calme et méditatif qu'on retrouve dans ces tableaux. Et le visiteur vient voir Monet ou vient voir des jardins ou les deux, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent essentiellement voir ce ballet de couleurs, cette symphonie de couleurs et de touches parce que c'est magnifique. Moi, je l'ai vu une fois et je suis allé en été et c'était magnifique. C'est devenu une création en tant que telle qui fait plaisir à voir à tout le monde, mais on vient à cause de Monet. Oui. Il y a beaucoup de beaux jardins où vous êtes tout seul. Et à Giverny, c'est rare d'être tout seul. On est bien cette année. Oui. Il y a une jauge. C'est vraiment devenu beaucoup plus confortable de voir Giverny. C'est l'occasion jamais. Mais oui, c'est lui le meilleur ambassadeur de son jardin. Très bien, merci. Alors après la peinture, la littérature, le jardin, l'écrivain jardinier, le jardin inspirateur. Alors, vous nous aviez proposé de mettre l'accent donc sur 3 thèmes importants qui parcourent le livre. Gide et Martin Dugard, qui ne sont pas ensemble dans le colloque, mais que vous avez réunis pour la Normandie, parce qu'ils étaient amis. Le deuxième, Flaubert. Et le troisième, j'ai oublié. Ah, voilà. Saint-Jean-de-Perse, voilà, d'accord, très bien. Ah ben, je vous donne la parole, vous nous les présentez, un peu dire un avant-goût à la lecture des actes du colloque. Voilà, et de promenades possibles, parce que alors effectivement, je vais commencer par parler du jardin d'André Gide à Cuverville, dans le Pays de Caux, d'une part parce que ça a fait partie des jardins que les participants et les intervenants en colloque ont visité, parce que je trouve que pour découvrir un jardin, effectivement, la promenade s'impose. Et parce qu'aussi, André Gide fait partie de ces écrivains qui avaient une vraie passion du jardinage, une vraie passion pour l'horticulture et la botanique. Alors, une passion qui, comme souvent, s'enracine certainement dans son enfance, parce que, donc, avant de vivre à Cuverville, il était habitué à passer ses vacances, et je pense que la première diapo doit le présenter, au château de la Roque-Baignard, dans le Calvados, qui était en fait une propriété de sa mère. Et là, il avait en fait aussi une éducation à la botanique par la gouvernante de la famille Gide, et qui était aussi amie de sa mère Juliette. Et à propos de cette période, de ses souvenirs d'enfance, André Gide dit qu'à la Roque-Baignard, l'herbier régnait en seigneur, dit Gide dans ses mémoires. Alors, venons-en à Cuverville, qui est donc... Où c'est Cuverville exactement? Cuverville, oui. Alors, donc c'est... Quand on est à Caen, comment va-t-on à comment vont à Cuverville? Cuverville en Caux, il faut préciser, puisque c'est vraiment dans le Pays de Caux, et je dirais, pour situer à côté d'une ville particulièrement connue et touristique, c'est à proximité d'Étretat.
Voilà. Donc, donc pour, je dirais, en voiture, bon, c'est des routes, ce n'est pas l'autoroute, fort heureusement, qui peut nous y conduire, mais c'est par des belles petites routes de campagne. Et il faut environ, disons, une bonne demi-heure, si ce n'est 3/4 d'heure. Et l'endroit se visite, évidemment. Et l'endroit se visite l'été. L'actuel propriétaire, alors qui n'est pas de la famille, mais propose des visites, en fait, durant la période estivale, tous les week-ends. Et il nous avait très aimablement accueillis lors du colloque, puisque, alors, Cuverville n'est pas une propriété du côté paternel de Gide, mais du côté de sa mère, et plus particulièrement du frère de sa mère, donc la famille Rondeau. Et donc André Gide aura aussi l'occasion d'y séjourner durant des vacances lorsqu'il est jeune, et de s'amuser dans ce jardin avec ses cousins et cousines. Et l'une d'elles, Madeleine Rondeau, va devenir son épouse. Il se marie en fait en 1895. Vous voyez, c'est près d'Étretat, puisqu'il se marie en fait au temple d'Étretat en 1895. Et c'est à partir de ce mariage que Gide va régulièrement, effectivement, vivre à Cuverville, en alternant évidemment avec des séjours à Paris et même d'autres voyages plus lointains. Et mais en fait, il va, et au décès de son épouse, il ne va pas se séparer de Cuverville et va vraiment y rester très attaché. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est enterré avec sa femme à l'église de Cuverville. Alors on parlait des images, et il y a une image où on voit une petite porte, voilà, porte étroite. Voilà, tout à fait. Alors Cuverville, à la fois, est présent dans ses mémoires, comme je l'ai dit, dans son journal aussi. Et ça, c'est intéressant, puisque dans son journal, il note en fait ses activités quotidiennes, et l'on voit que, eh bien, il se préoccupe sans cesse de son jardin. Il va dire, par exemple, en juin 1905, là, il va montrer qu'il s'y plaît. Il dit « Il pleut à torrent, enfermé dans la serre avec les poésies de Goethe, entouré de calcéolaires jaunes d'or, sans fièvre, sans souci, sans désir, je goûte une parfaite félicité. » Voilà. Et dans un autre extrait de son journal, il dit qu'il a commandé beaucoup en fait, de plantes venant des fleurs de 4 coins de France et même de l'étranger, œillets de Caen, dahlias et bégonias de Nancy, rosiers du Luxembourg, iris, glaïeul et lys de Hollande. Et donc là, il dit qu'il travaille toute la journée dans son jardin, et que le soir, il éprouve une fatigue physique assez forte. Et donc, Gide jardinier est aussi, effectivement, transpose dans son œuvre le jardin de Cuverville. Alors, il y a, avant même La Porte étroite, qui est vraiment le roman lié à Cuverville, il y a dans Si le grain ne meurt. Là, il rapporte des souvenirs du jardin de son enfance, et La Porte étroite, et bien effectivement, est directement lié à ce jardin, puisque au fond du jardin, derrière la demeure, au-delà d'une grande pelouse en pente douce, le long à l'extrémité d'un mur de silex et de pierre, eh bien, l'on voit cette porte étroite. Puisque dans le roman, Cuverville va devenir la commune de Fongesmar, et on retrouve une description très précise du jardin. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de lire un petit extrait, ou le temps nous est compté. Le temps nous est compté, il est déjà le quart, il faudra qu'on parle de Caen. Donc je vous invite à... Voilà, mais c'est vrai qu'il y a là, vraiment, dans La Porte étroite, c'est un hymne et un hommage au jardin de Cuverville. Parce que, outre Gide, je souhaitais effectivement évoquer la personnalité de Roger Martin Dugard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, André Gide et Roger Martin Dugard étaient des amis, et tous les deux avaient cette passion
des jardins. Ils se rendaient des visites lorsqu'ils étaient tous les deux en Normandie. Hein. Donc le château du Tertre se trouve dans l'Orne, près de Sérigny. Et Roger Martin Dugard, je vais rappeler peut-être ces dates, 1881 à 1958. Et lui aussi, c'est en fait par l'intermédiaire de sa femme qui va découvrir le château du Tertre au début du XXe siècle, à un moment où Roger Martin Dugard est encore très meurtri par en fait la Première Guerre mondiale. Le château du Tertre va lui permettre de retrouver une certaine sérénité, un certain repos. Hein, vous savez que ces œuvres, les Thibaut en particulier, racontent en fait effectivement le sort tragique de ces soldats de 14. C'est une grande saga familiale qui traverse l'histoire du XXe l'histoire, siècle. Oui. voilà, tout à fait. Et il va en fait à un moment donc décider de racheter ce château à sa belle famille et d'en faire à la fois une demeure pour son écriture. Donc là, il aménage en fait son bureau dans une des ailes du château aussi, qui doit diffuser dans les diapos si elles sont présentées. Elle défile. Et puis, il va vraiment aussi s'attacher à remodeler le parc. Hein. Et ça, alors là, contrairement au château de Cuverville, le château est encore propriété de ses descendants. Et dans le cadre du colloque, nous avons eu la chance de découvrir des archives privées, donc qui sont soit des archives écrites où Roger Martin Dugard note en fait ses projets pour le château, et également, et là j'avais sélectionné effectivement 2 aquarelles qui présentent en fait la perspective que Roger Martin Dugard envisage pour le bassin. Hein, ça, c'est une pièce qu'il a lui-même composée. C'est un très beau bassin en forme de trèfle. Et on voit qu'il a vraiment le sens du paysage, puisque aussi son jardin n'est pas clos sur lui-même, puisqu'il donne il y a une vue sur le paysage environnant. Et un jardin aussi, tout à l'heure on parlait de fossé, de clôture, et ce jardin a ce qu'on appelle un saut de loup. Ça, c'est aussi un terme tout à fait à retenir pour les amateurs de jardin, saut de loup ou aha, qui est en fait un fossé qui délimite l'extrémité du jardin et qui est pratiqué pour... Alors, la première tradition vient d'Angleterre, où à partir du XVIIIe siècle, il y avait la volonté en fait, d'ouvrir les jardins sur le paysage environnant, de faire comme si le paysage alentour faisait partie intégrante du jardin, mais en contrepartie, il y avait la nécessité quand même de ne pas permettre aux bêtes qui pâturaient de rentrer dans le jardin. Donc le fait de creuser un fossé très profond, qui en fait était une protection contre le bétail. Et pourquoi pourquoi aussi cette dénomination? Ça, c'est assez amusant. C'est lié à l'exclamation qu'un promeneur qui, en fait, ne se méfie pas parce que de loin, le AA n'est pas visible. Hein, le fossé n'est pas visible. Et au moment où le promeneur arrive et qu'il constate qu'il y a ce fossé, son étonnement et peut-être sa crainte de tomber dans le fossé. Voilà, un petit peu pour l'anecdote. Mais Roger Martin Dugard donc, va travailler très longuement sur la bâtisse et le parc, puisqu'il y a des dessins qui datent des années 20, et il va vraiment vivre jusqu'à son décès dans les années 1958. Et son dernier opuscule, le lieutenant-colonel de Maumort, va être pour lui l'espace où il exprime son attachement au Tertre, à son parc, et à travers le héros de ce roman, puisque celui-ci, devenu vieux, écrit en janvier 1945 à un ami médecin «
Je me sens si gaillard aujourd'hui que j'ai cédé à l'envie d'aller traîner un peu la jambe dans le parc après mon déjeuner. J'ai été jusqu'à l'endroit que nous appelons le Saut de Loup et où le mur d'enceinte, interrompu sur une dizaine de mètres pour offrir une échappée au regard, est remplacé à l'ancienne mode par un large fossé en maçonnerie, assez profond pour être à peu près infranchissable, aux bestiaux en tout cas. Je suis rentrée par la terrasse, le grand bassin, encore gelé, luisait, mat comme une plaque d'aluminium neuf. Dans cette lumière, dans ce silence ouaté, mon saillant, c'est le nom du tertre dans le roman, avait l'éclat, la fraîcheur enchantée d'un palais de conte. La baguette d'une fée semblait l'avoir à l'instant fait surgir du sol. Voilà, parce que je trouve parler de littérature sans en citer un petit peu, vous avez parfaitement ce raison. serait dommage. Exactement. Alors, Voilà. il nous reste 10 minutes, donc on va abréger, parce que voilà, sinon on ne pourra pas parler de Caen. Alors, rapidement, Flaubert. Flaubert, oui. je veux dire, il y a à la fois donc, son jardin, le jardin de la maison d'enfance, le jardin de l'Hôtel-Dieu, où là, il a le souvenir qu'il grimpait le long d'un lierre qui lui donnait une vue sur l'amphithéâtre de médecine. Et là, au côté très paisible et vivant du jardin, s'opposaient en fait les dissections, les corps. Oui, parce que son père était chirurgien en chef. Voilà, et alors, là, il était confronté à la mort, et ça l'a beaucoup marqué. Et puis il y a le jardin de Croisset aussi. Il y a des écrits de jeunesse. Oui. Et sinon, effectivement, le jardin du pavillon de Croisset, puisqu'en fait, là, c'est une maison dont il va devenir, en fait, qu'il habite à partir surtout de 1846, au décès de son père. Et ça va être vraiment le lieu où il crée ses plus beaux romans, depuis le premier publié, Madame Bovary, jusqu'au dernier, où il travaille au moment où il décède en 1880, Bouvard et Pécuchet. Et du fait, en fait, de la destruction de la maison, en fait, la postérité a surtout retenu le jardin et la fameuse allée de Tilleul. Alors là, c'est très bien montré par Marie-Clémence Régnier, qui a traité ce sujet dans les actes du colloque, et qui montre que le jardin devient le symbole, en fait, de la richesse, de la potentialité de création de Gustave Flaubert, et on le représente cheminant dans son allée de Tilleul, en train de réfléchir à ses héros, et peut-être aussi en train de se livrer, alors là on est plutôt dans l'ordre de la légende que de la réalité, mais en train en fait de déclamer à voix haute ses textes. Vous savez, on disait qu'il pratiquait le gueuloir, cette idée de dire à voix haute ses textes, puisqu'il avait vraiment, Gustave Flaubert était l'homme qui cherchait la perfection, la perfection du style, et donc il avait besoin d'écouter, d'entendre ces textes à voix haute pour en cerner la beauté du style. Voilà, et dernier exemple que je voulais citer... Alors, on n'aura pas le temps, parce qu'on n'aura plus le temps de parler de Caen, il est déjà 20. Vous voulez évoquer alors, juste parce que c'est un exemple, je trouve, tout à fait original, et qui rejoint cette idée vraiment de la création littéraire, en fait, comme analogie avec celle d'un jardin. C'est le parc Gulbenkian à Deauville, où, en fait... qui donne lieu à une relation épistolaire entre le diplomate Alexis Léger, davantage connu sous le nom de Saint John Perse comme poète, et en fait Calouste Gulbenkian, qui a été un riche patron dans le pétrole, mais qui était un amateur d'art. Il a légué à la ville de Lisbonne une collection fabuleuse. Et là aussi, si vous avez l'occasion de visiter le musée Gulbenkian à Lisbonne, c'est magnifique. Mais ils ont entretenu une amitié épistolaire, et dans cette relation qui dure une vingtaine d'années, eh bien, Alexis Léger donne des conseils sur la composition du jardin que Calouste Gulbenkian a acquis près, donc à Deauville, sur des plantations, et il lui conseille d'y trouver repos après toutes ces activités dans le monde de l'industrie et du commerce, et également un jardin non loin de la mer, et ouvert donc aussi sur l'imaginaire et la littérature.
Il faut cultiver son jardin Il à faut- Deauville. voilà. 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 Alors revenons à Caen, on est tout près. On va terminer par l'endroit où nous sommes. On a évoqué tout à l'heure cette promenade littéraire, culturelle, historique dans Caen. Comment vous l'avez construit de manière chronologique? Comment vous avez travaillé pour retrouver tout ce que vous nous apprenez à la fois de détails et de vision d'ensemble sur cette ville que vous maîtrisez parfaitement sous l'angle des jardins? Alors, il y a les livres des historiens sur l'histoire de Caen, il y a les plans, j'ai beaucoup utilisé les plans, mais les plans parfois sont contradictoires. Les tableaux, mais les tableaux nous racontent souvent d'autres histoires que la réalité. En particulier, il y a un tableau à l'hôtel de ville sur lequel on voit l'esplanade à la française qui ne correspond à aucune réalité possible, parce que quand on regarde concrètement où était le cloître, les bâtiments, on est dans la pure imagination. Donc c'est plutôt les plans, des textes, des archives. Alors, en fait, vous donnez 4 adjectifs, moi, qui m'ont beaucoup appris. Le jardin utilitaire, le jardin décoratif, le jardin hygiénique et le jardin récréatif. Donc c'est bien, c'est vrai qu'en classant et en nommant, on clarifie et on dit toujours que penser, c'est distinguer. Alors, vous pouvez nous dire dans Caen, voilà, moi je vais me promener dans Caen, où est-ce que je trouverai du décoratif, de l'hygiénique, du récréatif Là, c'est un peu l'histoire. Par exemple, le jardin hygiéniste, ce serait le jardin des plantes. Ben voilà. Vous parlez beaucoup de Cuvier. Oui, Cuvier. Alors, c'est une découverte parce que malheureusement, moi aussi, au jardin des plantes, on n'a pas l'air de savoir que Georges Cuvier, fréquentait assidûment le jardin des plantes. De temps en temps, il graissait la patte des jardiniers pour qu'ils lui donnent des plantes. Et il a fait un herbier dont on n'a aucune trace ici, mais dont on a des traces à Neuchâtel, à Rouen et au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il était précepteur d'un enfant de famille aristocratique. Il envoie des vacheries sur les canets. Hein. Il n'est pas très gentil pour les canets. Très sympa avec les canets. Il dit qu'on n'est pas les plus lumineux de la bande. Hein. Voilà. Oui, je pense qu'il ne reprend pas l'idée de Caen, une Athènes normande. Non, pas du tout. Hein. Il est sévère. Cela dit, il apporte beaucoup dans cette réflexion, puisque le jardin des plantes, il va vous montrer que c'est vraiment un jardin. Alors là, pour le coup, un jardin scientifique. Alors à l'origine, le jardin des plantes était un jardin exclusivement scientifique. C'est-à-dire qu'à l'université, il y avait un enseignement de la botanique. Et l'enseignement de la botanique se faisait sur place, sur le terrain. Et donc, on a créé comme ça une sorte de carré assez petit. Et puis, au XIXe siècle, le goût anglais se propage, le jardin paysager, et on crée effectivement un jardin qui se démarque complètement du jardin à la française, avec ses droites et ses perpendiculaires. Là, c'est la courbe, c'est le paysage, c'est la nature. Et dans une des photos qui peut être ici, on voit dans la couverture du livre ce qu'on appelle un rusticage. Un rusticage, c'est un terme que j'ai découvert. Le rusticage, donc, c'est des sortes de sculptures en béton qui imitent le bois pour les ponts, pour les balustrades, et qui ont été lancées au But-Chaumont et qui sont reprises ici au Jardin des Plantes. C'est un jardin des plantes, comme dans beaucoup de villes françaises, à Angers par exemple, est un jardin qui a été créé dans les années 1830 dans ce goût du jardin paysager. Alors, on évoquait tout à l'heure les jardins cimetières. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Alors là, c'est une question vraiment très personnelle parce que j'aime bien m'y promener. C'est ce petit jardin cimetière de l'église Saint-Nicolas, qui se trouve près du lycée Charles de Gaulle. C'est étonnant parce qu'on a l'impression d'un abandon, mais d'un abandon savamment organisé. Alors, effectivement, les cimetières, ce qu'on appelle les cimetières dormants, ce qui est ce que vous appelez, voilà, je cherchais le mot, cimetière une dormant. expression tout à fait étonnante, oui. qui invite à la réflexion. Eh bien, ces cimetières dormants, ils sont de 2 catégories. Il y a celui de Saint-Nicolas, qui est un ancien cimetière paroissial, c'est-à-dire c'est le clos paroissial comme on a dans les villages, mais désaffecté. Et puis, il y a les jardins dormants, les cimetières dormants, qui étaient des enclos paroissiaux, mais en 1776, par ordonnance royale, on a voulu les déplacer, l'administration royale a voulu les déplacer hors la ville pour des raisons d'hygiène. Et donc, on a créé le cimetière des 4 Nations, à côté du Jardin des Plantes, le cimetière Saint-Jean de l'autre côté de l'Orne, le cimetière protestant.
Et ces jardins ont fonctionné, si je puis dire, au fin 18e, 19e, et puis sont devenus dormants quand on a créé les grands cimetières à l'est et à l'ouest de Caen. Alors le mot dormant, ça vient d'où, cette idée de... C'est le fait qu'ils soient plus actifs. Ah oui. C'est le fait Donc qu'ils ils soient dorment plus pour de bon, là, puisque Voilà, on vraiment... dort pour de bon. Oui, oui. On dort Oui. pour de bon, mais c'est un cimetière où la vie est très active, puisqu'on voit beaucoup d'enfants, de promeneurs. De promeneurs, exactement, des c'est- amoureux qui viennent dans les cimetières, d'amoureux, c'est très absolument, étonnant. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Et alors, en plus, il y a l'histoire sous nos yeux. Il y a des tombes extraordinaires. Il y a Arcis de Caumont, il y a Bertrand, Oui. il y a Bruel. Mais bien sûr, voilà. Oui, oui. Voilà. Et puis il y a des statues, il y a les bombes ont renversé un peu certains cimetières, comme le cimetière de Saint-Pierre. Là, ça fait des pierres de guingois. C'est très romantique. Ah oui, exactement. C'est très Ça, c'est à découvrir pour ceux qui n'ont jamais vu ceci. Bon, les Canets le connaissent, enfin, bien sûr. Alors, quel est parmi les jardins les plus récents? Vous laissez une part importante parce qu'on pense aux jardins historiques, bien sûr, de la ville de Caen. Vous nous parlez des jardins les plus récents, notamment après la reconstruction. Il y a une partie importante des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors on pourrait dire qu'il y a deux catégories de jardins à partir de la reconstruction. Il y a les jardins qui mettent en valeur les monuments. En particulier, c'est le jardin d'hôtel de ville à la française et les pelouses du château. Et leur fonction centrale, c'est la mise en valeur des monuments. Mais les autres jardins n'ont pas cette fonction. Les autres jardins ont pour fonction une fonction essentiellement récréative. Oui. Bon, le jardin des plantes existait, et tous les jardins nouveaux ont été créés à partir des années 80. Avant les années 80, on se contentait de mettre un petit peu d'herbe et de pelouse autour des immeubles. C'était la conception du jardin qu'on avait dans les époques 50-60. Le véritable jardin, on le retrouve avec les années 80. Alors, c'est des jardins qui sont souvent composés, comme par exemple le parc Claude de Caen. Voilà, vous avez une longue description, très intéressante. Oui, très oui. belle photo aérienne. Ah oui, oui, c'est bien. Oui. Où Oui, oui. on voit que c'est une composition très classique. Bien sûr, le jardin d'Ornano à la française. Oui. Et puis, des jardins qui sont créés comme la colonie des oiseaux, Voilà. qui sont créés de manière complètement empirique. C'est-à-dire qu'on a là deux collines d'ordures, avec entre les deux un trou. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, on combine ici un belvédère, là un amphithéâtre de roses, et c'est comme ça qu'est né ce jardin. Et finalement, cet empirisme-là est relativement réussi. Oui, absolument. Voilà. Et puis, vous avez d'autres catégories de jardins qui ont été créées, particulier la Fossette, par exemple, qui sont des espaces plus naturels, plus ouverts, comme l'espace qui est en face du Jardin des Plantes, l'espace, la Vallée des Jardins. Oui, la vallée du jardin, bien sûr, comme son nom. Qui sont plutôt l'esprit du jardin paysager, mais moins sophistiqué. Merci. Ben voilà, nous arrivons, on me fait signe au terme de cette promenade dans les jardins, dans les livres et dans les fleurs, que ce soit une invitation à la promenade et à la lecture. Merci à tous les trois et merci au Salon des livres de Caen. Au revoir.